Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Ousmane Sonko répond à Guy Marius Sagna, le Premier ministre est sans équivoque. Il ne fera pas une déclaration de politique générale tant que le règlement intérieur ne sera pas réactualisé. Sonko n'exclut pas de tenir une DPG devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, entre autres. La réponse du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas tardé. Abdou Mbow et compagnie ont enclenché une procédure de réforme qui vise à supprimer les articles qui permettent au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Deuxième et dernier jour des assises de l'entreprise du CNP, Conseil national du patronat. Zoom ce soir sur l'industrialisation au Sénégal. Les acteurs insistent tout simplement sur le consommé local. En fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire du vendredi, la rubrique culture. Le lycée Malick Sy de Thiès a remporté la finale du Slam School Tour, un projet piloté par le Régal culturel. Les détails à suivre avec Mamadou Dieng. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. Ousmane Sonko répond à Guy Marius Sagna. Le député de la coalition Yewwi Askan Wi l'avait interpellé hier en lui demandant de ne pas venir à l'Assemblée nationale tant que le règlement intérieur ne sera pas réactualisé. Le Premier ministre Ousmane Sonko est catégorique. Il ne fera pas une déclaration de politique générale devant cette assemblée qu'une fois que la majorité parlementaire sera amendée en réinscrivant dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. Toutefois, il a indiqué d'ici le 15 juillet 2024, il la fera. La réponse de la coalition Benno Bokk Yakaar, du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas tardé. Abdou Mbow et compagnie ont enclenché une procédure de réforme qui vise à supprimer les articles qui permettent au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Ces parlementaires, en conférence de presse cet après-midi, comptent aussi déposer une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko. Écoutons Abdou Mbow, il est le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ses propos sont recueillis par Alioune Sow et Moussa Dia. Le président de l'Assemblée nationale a engagé sans délai une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d'obtenir communication de la date fixée pour la déclaration de politique générale. Utiliseront, je dis bien enfin, utiliseront toutes les ressources légales et constitutionnelles sans aucune faiblesse pour répondre au mépris par le mépris, la défiance par la défiance. Je voudrais terminer par dire que tout à l'heure, nous avons vu que M. le Premier ministre Ousmane Sonko a fait un texte pour répondre à son député par rapport à une lettre qu'il lui avait adressée. Mais face à ce qui apparaît par une volonté délibérée à se soustraire de la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar que je préside a enclenché une réflexion de réforme tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi l'Assemblée nationale qui va déposer une motion de censure devant le gouvernement. Restons toujours à l'Assemblée nationale. L'hémicycle modernise ses moyens de communication avec le public, un hémicycle très connecté avec une digitalisation des procédures, des cabinets
d'interprétation et une salle de régie moderne. Le projet estimé à 3 milliards de francs CFA a été réalisé grâce à la coopération avec la République de Corée à travers KOICA, n'est-ce pas Abraham Poulpouy? L'hémicycle change de visage, des cabinets d'interprétation modernisés, une nouvelle salle de régie. L'Assemblée nationale se modernise, un projet de digitalisation pour communiquer avec les populations. Donc la digitalisation, c'est un élément important. Et là, les députés n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'au pupitre pour parler. Il suffit, à partir de leur station, de voter, de prendre la parole, et également à partir d'une carte. Maintenant, il faudrait effectivement que cette carte-là soit identifiée. Et ce qu'on a fait, chaque député a une carte. Donc, quelle que soit sa position dans la salle, il peut intervenir. Il peut changer de place, mais il faut qu'il mette sa carte. C'est la carte qui l'identifie, qui constitue sa position. Avec cette digitalisation, même le vote, le comptage des voix, l'annonce des résultats, la demande de la prise de parole, tout est numérique. C'est une avancée considérable et d'ici quelques mois, quand toutes les applications seront en marche, les députés n'auront même pas besoin de se déplacer pour avoir des documents sur l'ordre du jour. Les documents seront directement envoyés sur leur page Facebook, en tout cas sur les plateformes qu'ils ont. Donc c'est ça le projet, la digitalisation qui permettra effectivement, et à vous, les utilisateurs des informations de l'Assemblée, à être en mesure de savoir ce qui se fait. Avec ce projet, la structuration de l'hémicycle modifiée, des rangées et le nombre de places augmenté. Vous savez que le Code de transparence prévoit que dans la gestion des finances publiques, que l'information au public est une question est capitale. Donc l'information du public, c'est que tout ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale doit être connu du public à travers les médias, donc à travers vous. Donc cela veut dire que ce projet va vous faciliter considérablement le travail et va faciliter au public également, en fait, disons, le travail en fait, de recherche, de surveillance d'une façon générale. Parce que aujourd'hui, toutes les activités des États en fait, doivent être connues du grand public. Le projet de modernisation des moyens de communication avec le public de l'Assemblée nationale compte mettre en place un site web pour l'archivage et des séances de formation pour le transfert de technologies. Placé sous mandat de dépôt le 3 juin dernier, Dora Gaye a humé aujourd'hui l'ère de la liberté. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a signé un accord avec la partie civile. Zakaroulaye Sow, depuis le dépôt de la plainte, Dora Gaye a tenté de rembourser en émettant 3 chèques, tous revenus sans provision. Zakaroulaye Sow exige désormais le remboursement intégral de la somme investie. Parlons de tout à fait autre chose. À Rufisque, la sous-brigade du service d'hygiène a procédé au contrôle et à la saisie de pompes électriques. Une large campagne de sensibilisation est en cours à l'approche de l'hivernage. Adjudant Daoudo Touré, il est le commandant de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque. Je propose de l'écouter au micro de Babacar Seck. Nous avons faire des activités nocturnes, des descentes inopinées au niveau du quartier Santiala. Et ces opérations-là vraiment ont porté leurs fruits, puisqu'il y a 6 pompes électriques qui ont été saisies par la sous-brigade d'hygiène de Rufisque. Et là, les récalcitrants ou bien les délinquants, si je peux dire ainsi, puisqu'ils ont commis des délits, donc on les appelle des délinquants. On leur a sensibilisé. On leur a parlé, le préfet est descendu sur le terrain vraiment pour sensibiliser la population. Mais les gens s'entêtent. Les gens s'entêtent puisque rien que dans le quartier de Santiala, ces gens ils attendent tard la nuit pour faire des branchements clandestins. Donc ils mettent leurs tuyaux d'eau usée pour brancher ça dans le canal qui est dédié exclusivement aux eaux pluviales. C'est pour le drainage des eaux pluviales. Donc on est à l'approche de l'hivernage. Donc nous lançons un appel à l'endroit de la population, plus particulièrement les habitants de Santiala, mais aussi de la cité Seigne Mansour.
Donc eux aussi, ils font pareil, hein, ces habitants de la cité Seigne Mansour. Donc il y a une route qui n'est même pas encore réceptionnée, mais les gens se permettent de couper cette route pour faire des branchements clandestins. Donc nous, on est là pour veiller sur ça, sur la salubrité publique de toutes ces populations-là. Et on ne va pas les tolérer, il faut que force quand même reste à la loi. À Thiès, le palais des congrès communément appelé auditorium de l'université est bel et bien un titre foncier de la ville. Ainsi parle le maire, Dr Babacar Diop, et ses conseillers ont décidé à l'unanimité de reprendre ce qu'ils considèrent comme un patrimoine de la ville. La ville de Thiès va donc incessamment adresser des correspondances aux autorités. La résolution a été faite lors d'un conseil municipal. Écoutons Dr Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Le conseil municipal m'a donné un mandat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la libération dans les meilleurs délais de ce palais des congrès. Et troisièmement, cette résolution sera transmise au recteur de l'université de Thiès, au gouverneur de la région et au ministre de l'enseignement supérieur. Dès demain, les correspondances seront acheminées et donc aux différentes autorités. Je voudrais dénoncer la rupture de confiance parce que quand il y a eu des problèmes, le président de la République de l'époque avait demandé au Premier ministre de réunir les différentes parties. Une décision a été prise de suspendre tous les travaux en attendant de trouver une solution entre les différentes parties. J'ai été surpris d'apprendre que l'université était en train de faire des travaux clandestins sur le site. Et cette reprise des travaux est source de conflit. Nous interpellons les autorités de Thiès. J'interpelle le préfet, j'interpelle le gouverneur. Le conseil municipal de Thiès va agir dans les prochains jours. Je voudrais aussi parler à toutes les couches de Thiès, toutes les communautés de Thiès, à tous les acteurs de notre ville pour qu'ils aient la bonne information. Dialogue national sur la protection des enfants en situation d'urgence au Sénégal. En filigrane, la protection des enfants et continuité des apprentissages en situation d'urgence. La COSYDEP et l'UNICEF s'engagent. Le respect des droits des enfants, la protection des élèves en situation de handicap et l'application donc du Code des Dara étaient au cœur des discussions. Le point avec Aminata Kor et Seleman Diallo. Placé sous le thème « Protection des enfants et continuité des apprentissages en situation d'urgence », le dialogue national sur la sécurité des enfants organisé par la COSYDEP regroupant plusieurs acteurs de l'éducation se veut une meilleure prise en charge des enfants. À cette occasion, la représentante des élèves leaders sollicite le soutien des autorités. En fait, pour revenir sur ce que je disais, c'était juste pour globaliser ou dire de manière générale que c'est juste pour le respect des droits des enfants, mais aussi les enfants en situation d'handicap doivent être inclus, non seulement pas pour les enfants handicap, mais aussi pour les enfants en situation d'urgence. Bon, cet appel, c'est pour les ministres, la communauté et les parents, l'ensemble des ONG, de nous venir en aide. Parce que les enfants sont les plus vulnérables. Et nous constatons que la plupart des blessures ou bien tout ce qu'il y a dans l'environnement, ce sont les enfants qui sont victimes. Et sur ce, nous demandons l'aide aux autorités et à la communauté, aux parents. À cette situation, le représentant du ministère de l'Éducation nationale liste les mécanismes d'accompagnement réalisés par son département. Oui, le ministère a toujours développé une politique d'accompagnement de ses enfants en situation de crise comme en situation normale.
Je pense qu'aujourd'hui, même dans le cadre de l'éducation inclusive, les enfants en situation de handicap sont en train d'être pris en charge. Tout cela montre la dynamique du ministère de l'Éducation nationale de mettre dans de bonnes conditions nos enfants pour qu'ils aient une éducation de qualité, d'équité et inclusive. On parle d'abord des infrastructures donc standards qui puissent vraiment permettre aux enfants de s'épanouir normalement, mais aussi en essayant d'adapter l'environnement scolaire à ces enfants que j'ai appelés tout à l'heure des enfants en situation de handicap, par la formation aussi des enseignants, mais aussi par la formation des élèves. Parce que tout à l'heure, vous avez entendu l'appel de la leader des enfants, mademoiselle Maïmouna. Bon, quand vous l'entendez parler, derrière, il y a un accompagnement. Et on peut parler aussi des enseignants qui, quand même, font un travail d'encadrement extraordinaire qui permettent aujourd'hui à nos enfants de s'exprimer très bien et de dire en tout cas leurs préoccupations par rapport à leur situation. Parlant du code de Dédara, le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Protection des enfants annonce son application bientôt à l'hémicycle. Nous parlons de la protection des enfants et de la continuité des apprentissages. C'est dans le cadre du programme, mais dans un cadre beaucoup plus global, si vous prenez le ministère de la Femme et des Solidarités, nous avons des programmes phares d'équité sociale et d'équité territoriale. Et tous ces programmes-là concourent à renforcer le bien-être des enfants, le bien-être de leur famille et aussi le bien-être de leur communauté. Donc, le résultat de tous ces programmes-là, c'est de travailler à de meilleures conditions de vie des enfants, de meilleures conditions de vie de leur famille et de meilleures conditions de vie des communautés. Mais ce code-là, il sera bientôt envoyé à l'Assemblée nationale pour être voté. Vous avez suivi hier, Madame la secrétaire générale du ministère du MEN en a parlé. Donc très prochainement, ce texte-là va être adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Face à cette situation que traverse le système éducatif sénégalais, les acteurs veulent bâtir un nouveau système en protégeant les enfants, mais aussi instaurer une éducation de qualité inclusive et accès à tout pour un meilleur avenir du système et de ses potasses. La gestion de la gratuité de la dialyse était au menu d'une rencontre à Saly. Les acteurs sont formels. La greffe rénale est une solution contre la maladie des reins et pour le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale constituent des solutions durables. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Mountaga Kane et Mamadou Ba. bu ñu waxee hémodialyse ñu wax tamit ci li nga xamante ne mooy dialyse péritonéale te dialyse péritonéale. Quand on parle d'hémodialyse, on doit aussi parler de dialyse péritonéale, qui n'est pas bien utilisée au Sénégal, alors qu'elle constitue une solution de taille. On doit, par ce canal, arriver à la transplantation. La greffe rénale peut être une solution durable, car la dialyse à elle seule coûte à l'État chaque année 10 millions de francs CFA. Mais si on explore d'autres offres, au lieu de 10 millions l'année, on pourrait arriver à 12, 13 ou 15 millions de francs pour la première année. Mais l'année suivante ou la troisième année, on ne dépensera que 2 millions seulement. Je pense que cela constitue une solution durable. On ne peut pas occulter les aspects juridiques et sociologiques qui font partie des recommandations de ces travaux. Toutes ces dispositions pourront contribuer à améliorer la prise en charge des malades qui ont besoin de dialyse. Maladu dialyse yi danañu ci gis seen bopp bu baax a baax ndax am na lu ñu wax ñu dégg ko ñoom yëguguñu ba tey seen bopp ci li ñuy def loolu la ñu bëgg a yegg ak ñoom nag. Africa Days 2024, le thème de cette édition, le futur de la sécurité alimentaire et de la préservation de la biodiversité. Plantes oubliées, nouvelles opportunités, assurons notre avenir avec les plantes du passé. Plus de détails, je propose d'écouter Pierre Thiam, il est activiste et vice-président de SOS Sahel USA. Ses propos sont recueillis par Babacar Mboup. Ce forum, c'est l'opportunité pour des conversations. Il y a des panels, il y a des discussions, il y a de la musique, il y a des dégustations de chefs. Et donc, c'est une façon de passer le message à tous les participants. Nous attendons de ce forum qu'après le forum, que le consommateur soit plus conscient
que les gouvernants aussi soient plus réactifs par rapport au potentiel. L'objectif, c'est de, comme on dit, de débloquer le potentiel de ces céréales et de ces produits sous-utilisés, afin qu'ils soient utilisés, afin qu'ils soient accessibles, afin qu'ils soient distribués dans nos marchés localement et à l'extérieur, afin que le consommateur, chaque jour, chaque matin, fasse le choix de manger un produit local. On a des plats de fognon, on a des plats à base de mil, on a aussi du niébé par exemple. Et ça, c'est entre autres, vous allez voir si on peut explorer toute la liste d'ingrédients qui existent dans notre pays. J'ai aussi amené des chips de fognon parce que j'ai aussi une ligne de distribution aux États-Unis qui se focalise sur le fognon et que dans les supermarchés. Deuxième et dernier jour des assises de l'entreprise du CNP, Conseil national du patronat. Zoom ce soir donc sur l'industrialisation au Sénégal. Notre pays est à la 7e position parmi les pays les plus industrialisés d'Afrique et le Sénégal présente également des difficultés, mais les acteurs insistent sur le consommer local. Aïssa Touka. En matière industrielle, le Sénégal est classé 7e parmi les 52 pays industriels d'Afrique. Un classement basé sur les études de la Banque africaine de développement de 2023. Les études que nous avons placent le Sénégal en 7e position sur un classement de 52 nations. Donc c'est une étude de la Banque africaine de développement disponible depuis 2023, mais remontant à une période de 2010 à 2019. La question reste entière. Si on regardait aujourd'hui où serait le Sénégal. Mais la question reste entière aussi de savoir où se positionnent les 6 pays qui étaient devant nous et où se positionnent les 6 pays qui étaient après nous en 2019. Est-ce que nous avons progressé ou régressé? C'est tout le débat aujourd'hui et c'est tout l'enjeu de faire de sorte à ce que le Sénégal aille toujours de l'avant. Malgré que le Sénégal soit un pays industriel, le secteur a aussi besoin de solutions pour résoudre ces problèmes. Nous avons vu des industries qui ont quitté l'activité industrielle. C'est autant de questions, mais au moment où ces secteurs-là sont en grande difficulté, peut-être que d'autres sont en pleine expansion, sont en plein développement. Il suffirait de voir et de regarder davantage sur un bilan coût-avantage, de voir davantage sur comment est-ce que les politiques industrielles aujourd'hui se déploient, se développent. Et la nouvelle qui nous a été présentée hier, comment est-ce qu'elle va apporter en termes de solutions durables ou de rectificatifs à ce que nous avons vécu, permettant naturellement de consolider le tissu industriel du Sénégal. Pour développer, le produire et le consommer local, les industries du Sénégal ont signé la charte nommée 100% Sénégal. Avec la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce et également du secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, il y a eu également la signature de la charte 100% Sénégal qui repose sur 8 points essentiels d'engagement qui permettent à ces entreprises, à des entreprises du secteur privé sénégalais d'être aux côtés de l'économie locale pour le soutenir en réel support du produire et consommer local. Le syndicat professionnel des industries du Sénégal s'engage en faveur du développement industriel pour un Sénégal où les entreprises industrielles créent des richesses en redistribuant et participant durablement au développement collectif. Lancement ce matin du projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal financé à hauteur de 150 millions d'euros par la Banque mondiale. Ce projet permettra au Sénégal d'ici 2029 d'avoir une souveraineté numérique partout à travers le pays. Alioune Sall est le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Je propose de l'écouter au micro d'Aïssa Touka. Du projet PAEMS, qui est un projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal. Et remercier également nos partenaires de la Banque mondiale pour leur concours financier avec une enveloppe de 150 millions d'euros qui représente 95 milliards de nos francs et qui, on espère, va booster l'économie numérique de manière générale, qui permettent au Sénégal demain d'atteindre ses objectifs en termes de numérisation et de la digitalisation des procédures administratives. Le président de la République ambitionne, comme vous l'avez tous vu et constaté lors de ses différentes sorties, à insister
sur la performance de l'administration. Il a également insisté à moult reprises sur la sécurisation de nos données. Il a également insisté pour qu'on puisse asseoir au Sénégal ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Et tout cela demande énormément d'exigences, demande beaucoup de moyens. Et nous espérons, à travers le lancement de ce projet, qui est le PAENS, qui est un projet hyper ambitieux, que d'ici 5 ans, Inch'Allah, que toutes nos problématiques connues jusqu'ici, en matière de digitalisation des services administratifs, en matière de digitalisation de l'administration de manière générale, puissent être résolues une bonne fois pour toutes. Restons toujours avec le projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal. Pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, la digitalisation du secteur de la santé facilitera, entre autres, la prise en charge des consultations rapides. Voici Ibrahim Assi. Vous savez, la transformation digitale du système de santé est extrêmement importante parce que ça permet de gagner gain de temps, économie et efficacité, surtout dans les services de santé qu'on va délivrer aux populations. Et ce projet-là vient à son heure. Parce que quand on parle par exemple du dossier patient, on arrivera à faire l'historique des soins depuis la naissance jusqu'à la mort. Avec quelqu'un qui est aujourd'hui à Dakar, qui est dans la base de données, il part au Fouta ou il part à Fongolemi, il a un problème de santé, il faut juste qu'on fasse rentrer son identifiant pour qu'on retrace. Et même si avant il avait fait des analyses médicales, le médecin peut avoir accès à ces analyses médicales-là. Le fait de digitaliser et d'avoir ces informations préalables permet de nous aider à régler pas mal de problèmes au niveau du secteur de la santé. Et surtout, moi ce qui m'importe, c'est surtout les économies qu'on va faire et l'efficacité qu'on va gagner, surtout pour le secteur de la santé. Et vous l'avez compris, c'est la rubrique culture du vendredi. Le lycée Malick Sy de Thiès a remporté la finale du Slam School Tour, un championnat national de poésie interscolaire débuté au mois de mars, un projet piloté par le Régal culturel. C'est une association culturelle et éducative en partenariat avec l'Association sénégalaise des professeurs de français et le réseau des femmes enseignantes. La finale a eu lieu au monument de la Renaissance africaine. Cette compétition promeut la lecture, l'écriture, la recherche scientifique et le leadership à travers ce genre de poésie, le slam. Femmes leaders et porteuses d'espoir. Slam School Tour, un championnat national de slam poésie interscolaire, le premier au Sénégal. On a mis en place ce projet qui est Slam School Tour, qui est un championnat de slam poésie interscolaire, qui vise à vraiment accompagner les élèves dans le cadre de la production scientifique, mais aussi dans le cadre de la lecture et de l'écriture. Parce qu'on s'est dit que le slam est une expression qui permet à ces élèves quand même de lire et d'écrire. Parce que s'ils veulent faire du slam, ils sont obligés d'aller bouquiner, aller chercher des connaissances dans les livres et aussi écrire pour plus de productivité. Mais aussi et surtout d'avoir des compétences transversales telles que la prise de parole en public, le leadership et la prise en scénique, entre autres. Il est temps de donner aux filles la place qu'elles méritent dans la société. Il est temps de briser la glace. Les thématiques sont choisies avec les élèves, des thèmes pour éveiller et sensibiliser les jeunes. Il y a les aspects sociaux, c'est-à-dire les thématiques sociales que nous avons abordées tout au long du championnat, qui sont très importantes dans la mesure où ça vise à sensibiliser les élèves eux-mêmes d'abord et que ces derniers puissent aussi sensibiliser leurs pairs. Donc c'est important qu'ils puissent vraiment être acteurs du changement à travers ce projet-là. Culturelle, de soleil et de lune, deuxième enfant de la dame du puits sacré. Des compétitions, des séances de déclamation qui seront décentralisées dans tout le Sénégal. C'est le projet de tout le Sénégal pour qu'ensemble nous puissions maintenant faire couvrir le Sénégal et aller dans la sous-région pour que ça puisse être une compétition internationale. Le championnat, c'est chaque année entre mars et juin. Un travail effectué en amont offre au Slam School Tour une mobilisation des écoliers. C'est dû à un travail, parce qu'au départ, on était concentré à Dakar avec des clubs de slam et tout, mais il a fallu des initiatives comme le Dalal Slam
pour aller dans les régions, faire des formations pour ces clubs-là, mais également la Ligue sénégalaise qui a eu à mettre des bureaux dans ces régions-là. Et donc pour cette mobilisation, donc c'est dû à un travail qui a été vraiment de longue haleine, mais machallah aujourd'hui, comme vous le voyez, les écoles, les institutions internationales, les ministères du tutelle et tous ces gens-là sont là aujourd'hui pour vous dire que comment le slam est important, comment le slam impacte aujourd'hui nos écoles, nos familles et nos classes. Le lycée Malick Sy de Thiès remporte la compétition cette année. Les vainqueurs vont animer des causeries dans les écoles en lien avec les différents thèmes abordés au Slam School Tour. À l'instant, Mamadou Dien, rendez-vous vendredi prochain. À suivre sur ITV et sur nos plateformes digitales à 21h30, l'invité des rédactions qui reçoit ce soir Ahmed Khalifa Niass. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et bon week-end.